Ce soir, je vous parle des débuts du premier bilan de Donald Trump et de ce qu'il annonce de relativement sinistre pour les mouvements souverainistes en Europe. Vous le voyez, vous l'avez vu, vous n'avez pas pu passer à côté, les annonces en matière de protectionnisme et de surenchère en matière de protectionnisme. Tous les jours, pratiquement, il y a au moins une annonce nouvelle en matière de barrières tarifaires. Ces annonces sont en train de perturber fortement les marchés financiers et de faire plonger les bourses mondiales, particulièrement la bourse de New York, mais pas que la bourse de New York. Toutes les bourses du monde sont en train d'être perturbées par les annonces de Donald Trump. Alors j'ai fait un papier prémonitoire d'une certaine façon dimanche en disant est-ce qu'il y a un risque de grand krach mondial sur les places internationales. Ça n'a pas manqué, vous voyez, cette semaine ça se réalise. Et je voudrais essayer d'évoquer aujourd'hui les conséquences de ce phénomène. Alors je vais faire une vidéo pour nos abonnés patrimoine sur la rationalité de l'attitude de Trump en matière protectionniste, parce qu'en réalité, contrairement à ce qu'on peut dire, évidemment tout le monde dans la presse mainstream, la presse subventionnée, explique que Trump est un affreux jojo populiste et que c'est un enfant de 4 ans et qu'il est incompétent et qu'il fait n'importe quoi. Moi, je pense qu'il a une stratégie rationnelle que je vous explique dans une vidéo patrimoine et où je vous explique pourquoi cette stratégie va, contrairement à ce que beaucoup d'influenceurs souverainistes annonçaient avec jubilation, je vais essayer de vous montrer comment la stratégie de Trump va renforcer l'euro au lieu de l'affaiblir. Et pour votre patrimoine, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Donc, je vous avais dit au mois de novembre, en décembre, que le dollar allait monter pendant 3 mois. Les 3 mois sont écoulés. Maintenant, nous allons probablement entrer dans une phase où le dollar va baisser et où l'euro va reprendre du poil de la bête. Je vous explique dans une vidéo patrimoine, aujourd'hui même, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi ça va se passer comme ça. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Donald Trump est un laboratoire pour les idées des souverainistes en Europe. Et ce qu'il est en train de faire aux États-Unis aura forcément un impact durable sur la perception que beaucoup d'Européens pourront avoir vis-à-vis des partis populistes européens. Je n'aime pas cette expression, mais elle est commode vis-à-vis des partis souverainistes européens. Concrètement, ce que Donald Trump est en train de faire, eh bien, sera regardé à la loupe et restera dans les esprits en Europe comme un laboratoire pour les idées qui sont véhiculées par le Rassemblement national, en partie par Éric Zemmour, en partie seulement, mais en partie quand même, par des partis comme Debout la France, par l'UPR d'Asselineau, par les Patriotes de Florian Philippot. D'une manière générale, ce que Trump produit, eh bien, ça aura un impact sur la façon dont les populations européennes, les électeurs européens appréhenderont dans les élections qui vont venir les programmes des partis qui se sont réclamés de Trump. Et de ce point de vue-là, il ne faut surtout pas sous-estimer l'impact négatif que ce qui se passe outre-Atlantique peut avoir sur nos prochaines élections, et notamment l'effet de balancier que cela peut avoir. Ça fait plusieurs années qu'on annonce, qu'on constate un développement, un succès des votes dits populistes en Europe occidentale. Et vous avez vu les élections en Allemagne avec l'AfD, qui a été très soutenue par Musk. Vous avez vu les résultats des élections aux Pays-Bas, en Belgique, en Autriche, en Italie, bien entendu, avec une Giorgia Meloni qui est proche en tout cas idéologiquement et en termes d'intérêt, proche de Donald Trump. Pour tous les partis qui, à l'inverse de Giorgia Meloni, qui est arrivé au pouvoir, tous les partis populistes européens qui remportent des succès électoraux mais qui ne sont pas encore arrivés au pouvoir, l'expérience de Donald Trump va avoir un impact extrêmement fort et donc il faut la regarder de près. Alors, sur le fond, d'ailleurs, il faut noter que Donald Trump a mené une campagne avec des techniques et des slogans qui rappellent beaucoup ce qui fait
par exemple le Rassemblement national, ce que fait Florian Philippot, ce que fait François Asselineau en France, même si chacun pour sa partie a des différences. Je ne suis pas en train de dire que ce sont tous les mêmes, bien entendu, mais sur le fond, il y a des substrats communs et même des expressions qui sont assez souvent communes. D'une manière générale, une présence importante sur les réseaux sociaux, ça a été une des armes de Donald Trump, et des appels à l'identité, à la fierté nationale, la promesse qu'on va redonner de la grandeur à son pays, notamment d'une façon ou d'une autre menant une politique contraire à l'immigration ou défavorable à l'immigration, et puis en mettant en place du protectionnisme, en luttant contre la mondialisation, en luttant contre un prétendu libéralisme. Tous ces discours, en défendant la sécurité sociale, tous ces discours sont des discours que Donald Trump a tenus. Je prends l'exemple de la sécurité sociale. Donald Trump a annoncé pendant sa campagne électorale qu'il ne s'attaquerait pas aux dépenses sociales américaines, qui sont moins importantes qu'en France, mais qui existent quand même, avec notamment un système de pension civile et un système dit Medicaid. Donald Trump a dit « nous ne toucherons pas à cela », comme Marine Le Pen dit, comme François Asselineau le dit, on ne touchera pas à la sécurité sociale en France. Simplement, là, on voit que la réalité est un peu plus compliquée, puisque Donald Trump a annoncé qu'il allait supprimer 15% des effectifs de l'agence qui est chargée de gérer les anciens combattants aux États-Unis. C'est une fonction importante. Et parmi les 15% de licenciements de cette agence, on compte de nombreux vétérans de l'armée américaine qui vont se retrouver au chômage. Mais par ailleurs, Elon Musk a déclaré dans une interview la semaine dernière que la retraite aux États-Unis, publique, qui est résiduelle, mais qui existe, était une mécanique de Ponzi, et que donc il fallait s'en débarrasser. Alors, ce qui n'est pas complètement dans l'épure du discours initial. On voit bien que, au-delà de la campagne électorale, il y a des divergences dans l'équipe Trump. Il faut probablement retenir d'ailleurs que la politique que Trump mène depuis le 20 janvier, qui est fondée sur beaucoup d'annonces, mais aussi des décisions extrêmement expéditives avec des décrets présidentiels qui sont signés au kilomètre, cette politique commence à soulever des résistances de plus en plus nombreuses. Le rôle que Donald Trump a donné à Elon Musk soulève d'ores et déjà des difficultés nombreuses, des tensions internes au gouvernement Trump, à l'administration Trump. Et on peut penser que dans les 3 ou 4 mois, l'extravagance de Trump, soit elle aura définitivement triomphé de ses ennemis, soit Trump devra rentrer dans le rang. Et je penche plutôt pour cette dernière solution, c'est-à-dire que la méthode Trump pose quand même un certain nombre de problèmes, même si à de nombreux égards j'ai de la sympathie pour cette méthode, mais Trump la pousse vraiment très loin et de mon point de vue, il y aura des résistances. Ce que je voudrais souligner, c'est que Trump est en train de créer un laboratoire du protectionnisme qui est assez intéressant. Vous avez tous vu que Trump met en place des barrières tarifaires en disant nous allons protéger l'économie américaine parce qu'aujourd'hui, le libre-échange, la mondialisation est défavorable au peuple américain et produit des effets néfastes sur le niveau de vie des Américains. Phrase que nous entendons régulièrement dans la bouche d'un Philippot, d'un Asselineau, qui sont des gens qui sont favorables au protectionnisme. J'ai très souvent dit ces derniers mois, ces dernières années, attention, le protectionnisme, c'est plus compliqué qu'on ne croit, et le mettre en place, ça peut avoir des effets terribles, surtout s'il est mis en place n'importe comment. Donc je me suis fait beaucoup d'ennemis en le disant, mais je continue à le dire, et la preuve, c'est que Trump met en place un protectionnisme, et il est en train de perturber très fortement le commerce mondial et la finance mondiale. Et je sais que plein de gens disent, mais la finance mondiale, on s'en fout, sauf qu'à un moment donné, elle est un élément indispensable du financement des entreprises. Et les entreprises, ce sont elles qui font de l'emploi à un moment donné. On ne peut pas, sauf à devenir un pays communiste, devenir tous fonctionnaires. Et donc, on est bien obligé de composer avec la réalité, même si la réalité nous fâche. Et on peut trouver que le monde n'est pas bien fait tel qu'il est fait, n'empêche qu'il existe. Et le principe de réalité fait qu'on doit faire avec et composer. Or, donc, Trump
met en place des barrières tarifaires et ça ne se passe pas très bien à ce stade, en partie parce qu'il change d'avis comme de chemise et que donc les marchés ne savent pas où ils vont, mais très largement parce que les barrières tarifaires vont avoir des effets néfastes pour la population américaine elle-même, contrairement à ce que Donald Trump a pu dire pendant toute la campagne électorale. Je voudrais revenir sur ce point. Je vous le dis, dans la réflexion de Trump, regardez ma vidéo patrimoine, il y a une rationalité, il y a un bon sens, mais qui est contraire aux apparences. Mais je voudrais, pour tous ceux que j'ai entendu dire depuis des mois et des mois, mais le protectionnisme va nous sauver, si on veut sauver notre agriculture, il faut mettre en place du protectionnisme, si on veut réindustrialiser la France, il faut mettre en place du protectionnisme. En réalité, on le voit, c'est le discours même de Donald Trump qui dit cela, et le discours de Donald Trump est suivi des faits qui montrent que le protectionnisme, c'est pas aussi simple qu'on ne le dit et ça produit des résultats très contraires à ce qu'on annonçait. Le premier résultat produit par le protectionnisme, c'est l'inflation. Trump est arrivé au pouvoir en disant « moi je vais vaincre l'inflation » avec le protectionnisme, et le protectionnisme, on va le redire, ce n'est pas une taxe sur les produits importés, ce n'est pas une taxe que payent les entreprises qui exportent leurs produits dans un pays donné. Donc, lorsque Trump met en place des barrières tarifaires, ces barrières tarifaires ne sont pas payées par les entreprises qui exportent aux États-Unis. Les barrières tarifaires sont payées par les consommateurs américains. Donc, les barrières tarifaires augmentent les prix. Regardez ma vidéo parce que j'explique pourquoi Trump pense qu'il pourra échapper à ce phénomène. C'est sa rationalité à lui. Dans un premier temps, les barrières tarifaires augmente les prix et c'est une augmentation sèche des impôts pour les consommateurs. Aujourd'hui, on estime que le protectionnisme va coûter en moyenne à chaque Américain 4 000 $ par an, qui seront autant de pertes de pouvoir d'achat parce que les prix vont augmenter. Alors, beaucoup de gens se disent « Ah, une barrière de 10%, les prix vont augmenter de 10%. » Là aussi, c'est un peu plus compliqué que ça. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a des variations monétaires. J'en parle dans la vidéo patrimoine. Et au-delà de ça, les produits vont être taxés à chaque étape de la fabrication. Donc je crois que c'est le Wall Street Journal qui avait sorti un excellent graphique sur le nombre de frontières qu'un piston de voiture, de moteur de voiture, franchit avant d'être monté dans la voiture finale. Alors le Wall Street Journal disait bien un piston d'une Ford fabriqué aux États-Unis et vendu aux États-Unis, franchit cette fois des frontières, c'est-à-dire qu'il y a des assemblages qui se font au Canada, donc on passe des États-Unis au Canada, il y a un passage au Mexique, et puis ensuite un retour aux États-Unis, et chaque fois il y a des itérations, donc États-Unis, Canada, Canada, États-Unis, États-Unis, Mexique, Mexique, États-Unis, et donc chaque fois la taxe de 10, 15, 20%, à la barrière tarifaire que Trump met en place, augmente le prix du piston, et donc le prix final n'est pas de plus 10%, mais de plus 40 ou 50%, et donc il y a un effet inflationniste très fort à ces barrières tarifaires. C'est le problème des économies intégrées dans une situation de division internationale du travail. Si Ford décide que les carrosseries sont fabriquées aux États-Unis et les pistons des moteurs sont fabriqués au Canada, montés dans le cylindre au Mexique et ensuite réimportés aux États-Unis, eh bien tout ça produit de la barrière tarifaire à foison dès lors qu'on impose des barrières tarifaires. Et ça, on n'est pas sûr que Donald Trump l'avait parfaitement anticipé. Ce qui est sûr, c'est que la logique de Trump est de dire, mais à terme, tout sera produit aux États-Unis, et si on veut baisser les prix, eh bien, il suffit que Ford ferme ses usines au Canada, au Mexique, et ramène tout aux États-Unis. Le problème, c'est que ça ne se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. Le problème, c'est que ce sont des opérations de réindustrialisation coûteuses, et le problème, c'est que, en attendant, les marges des entreprises sont atteintes par ces hausses de prix, et oblige à des contorsions pour s'adapter aux nouveaux termes du commerce international. Et donc tout ça ne peut pas être décrété en un claquement de doigts. Pourquoi je vous dis ça? Parce que beaucoup, en effet, ont une vision théorique de l'économie, et je reviendrai sur la doctrine d'Asselineau, parce qu'en réalité, Trump
met en place la doctrine Asselineau. Regardez ma vidéo patrimoine où je l'explique. Mais beaucoup ont une vision théorique, et Trump en partie a une vision théorique de l'industrie. Trump, c'est un homme de l'immobilier, c'est un homme de la spéculation, c'est un homme de médias, ce n'est pas un industriel, et on voit bien qu'il a une vision relativement théorique de la production industrielle aux États-Unis et de l'adaptation de l'industrie américaine aux nouvelles conditions. En attendant, il va y avoir de l'inflation, alors que Trump avait annoncé qu'il jugulerait l'inflation, et tout ce qui aujourd'hui produit la crise boursière, c'est une interview que Trump a donnée à Fox News, où il a dit il y aura des perturbations à cause du protectionnisme, on ira jusqu'au bout, et il peut y avoir une récession, mais on ira jusqu'au bout. Et donc, tout le monde a compris que Trump anticipait une récession et qu'il ne remettrait pas en cause sa ligne politique, sa ligne protectionniste, pour protéger les marchés ou pour rééquilibrer l'économie, c'est-à-dire que s'il faut produire un choc économique sur l'industrie américaine, sur l'économie américaine, pour mettre en place le protectionnisme, eh bien Trump dit « je suis prêt à produire de la récession ». Et donc on se trouve avec quelqu'un qui plusieurs fois a dit « maintenant commence l'âge d'or de l'Amérique », moi je lutterai contre l'inflation, je vais protéger les Américains, le niveau de vie des Américains, et 6 semaines plus tard, il explique « les prix vont augmenter », il peut y avoir une récession et donc il y aura du chômage, il y aura une situation économique potentiellement difficile aux États-Unis. Voilà. Et là, on découvre que Trump avait oublié une étape pendant sa campagne électorale qui était de dire la vérité aux Américains. Trump, on peut penser qu'il ne découvre pas les effets du protectionnisme, il est entouré d'une équipe qui a une théorie sur le protectionnisme. J'en parle dans la vidéo patrimoine. C'est une théorie très documentée, qui ressemble beaucoup à ce que dit Asselineau et qui a du sens sur le fond économique. Simplement, moi, j'ai toujours dit, attention, la conception du protectionnisme, selon Asselineau et Trump, il y a des choses qui sont pas dites aux gens, c'est-à-dire que les gens pensent que c'est baguette magique, protectionnisme et tout va bien. En réalité, pour arriver à reformater une économie à partir du protectionnisme, eh bien, il y a du sang, de la sueur et des larmes sur le sable chaud de l'arène, et les peuples souffrent, et le peuple américain va souffrir. Et moi, ce qui me gêne dans cette affaire, c'est que Trump n'a pas fait campagne en disant « attention, on va faire du protectionnisme et il y aura des efforts à faire ». Trump a dit aux Américains « vous êtes un peuple formidable, le problème c'est les autres », comme j'entends un certain nombre d'influenceurs souverainistes qui disent « les Français sont des gens formidables, les problèmes c'est les autres », et il suffit d'eux, on lutte contre l'immigration, ce que Trump fait, on met en place du protectionnisme et hop, c'est réglé, tout va beaucoup mieux. Eh bien non, manifestement c'est pas vrai, et manifestement la mise en place de ces politiques contre l'immigration, pour le protectionnisme, produit des secousses économiques violentes et des effets indésirables. La question, c'est de savoir s'ils seront transitoires, temporaires ou pas, et combien de temps le temporaire va durer. C'est là qu'on ne sait pas au juste. Mais moi, je suis très embarrassé de voir qu'un Trump, comme beaucoup de souverainistes, explique qu'il y a des solutions miracles qui ne demandent aucun effort aux Français. Je crois qu'on va souffrir parce que Trump, comme Asselineau, comme Philippot, dirait aux Français « écoutez, nous luttons contre les mondialistes qui sont des gens puissants et la victoire ne sera pas un chemin parsemé de pétales de rose, ça va demander des efforts et vous allez en chier et vous allez, pendant plusieurs mois, subir des pertes de pouvoir d'achat et vous allez subir des conséquences économiques douloureuses. Mais à la fin, on s'y retrouvera. Ce discours-là, moi, me conviendrait, parce que c'est un discours de vérité. Ce que je crains, c'est que Trump a caché les choses. Il n'a pas dit clairement la vérité aux Américains en se disant « mais si je le dis, je ne serai pas élu ». Et ce que je crains, c'est qu'en Europe, désormais, les discours souverainistes soient particulièrement sulfureux parce qu'ils seront taxés a priori de « vous ne nous dites pas combien nous allons souffrir,
Trump a fait le coup aux Américains, regardez comment ça s'est passé. Si vous arrivez au pouvoir, ça va être la même chose avec vous. Et ce mensonge-là, par omission, je pense, va poser un vrai problème aux souverainistes en Europe, parce qu'il va falloir désormais lutter contre le soupçon, contre la méfiance que le précédent Trump va susciter au sein des populations européennes. Voilà. Tout ça est à suivre. Il est trop tôt pour définitivement se positionner, mais je crains que d'ores et déjà, un certain nombre de dégâts n'aient été commis. Et je pense qu'on aurait pu faire autrement, et je pense que c'est la responsabilité des souverainistes européens de tenir un discours de vérité en disant « écoutez, on vous a menti, c'est moins simple qu'il n'y paraît, et il faut arrêter de faire les trois petits singes, je dis rien, je vois rien, j'entends rien », dès qu'on critique nos méthodes économiques. Moi, je le vois, à chaque fois que j'ai dit le protectionnisme, ça pose des problèmes, et le passage à une économie protectionniste va poser des problèmes structurels à l'économie française, et les Français vont en souffrir. Je me suis fait traiter de tous les noms. Je pense que les souverainistes diraient regardons les choses en face. C'est pas faux, on se porterait beaucoup mieux. Je vous parle de la rationalité, du bon sens et de la logique, de la cohérence de la position de Trump sur le protectionnisme, celle qui l'amène à produire un krach boursier et en tout cas des difficultés importantes en termes économiques. Je vous en parle dans la vidéo patrimoine, ne la manquez pas.